Bonjour à tous. Pour votre deuxième numéro de cette émission, ce qu'il fallait démontrer, nous avons recensé pour vous trois sujets. La décoration collective des députés à l'Assemblée nationale récemment, dans divers ordres de mérite du Bénin, l'état de l'école béninoise avec ses crises spasmodiques et les Vodou Days inventés et envisagés par le gouvernement béninois. Notre invité n'a pas changé, c'est le même. Vous le connaissez déjà, Anessi Carlos Oké, analyste politique. Monsieur Oké, bonjour. Bonjour Tanguy. Bienvenue sur mon plateau. Oui, allez, on va commencer déjà par le tout premier sujet, la décoration des députés. Ça vous embête un peu? Ça me pose un petit problème. Lequel? Par rapport au fait que notre République, non, je vais dire notre démocratie, notre belle démocratie, se résume presque à une foire de distribution de privilèges et de rentes. Parce que quand on est en politique, Oui. on reçoit des privilèges qui ne sont pas forcément mérités. Et je pense que la façon dont les décorations ont été faites récemment, Vous pensez que ce n'est pas mérité, là? je pense que tout le monde n'a pas mérité cette décoration. Le fait de se faire élire en tant que député n'est-il déjà pas un mérite parmi tant d'autres? On peut décider combien de fois il faut se faire élire pour avoir un vrai mérite. On peut le décider. On peut décider ça pour le nombre de lois que ce député a aidé à faire voter à l'Assemblée nationale, pour son action personnelle à l'Assemblée nationale, pour son animation en tant que député. On peut évaluer tout ça et estimer qu'il a du mérite. Mais ça, je peux comprendre. Mais un député qui vient d'être élu, qui n'a peut-être jamais encore voté aucune loi, parce qu'on dit qu'il faut qu'il soit décoré à son entrée en fonction. Ça pose un petit problème parce que quand on se réfère aux textes, les textes qui fondent la grande chancellerie de l'ordre national du Bénin disent en leur article premier que les personnes qui sont décorées le sont pour avoir rendu d'éminents services à la République. À la nation. À la nation, si vous voulez. Alors, quand on utilise le mot éminent, ce n'est pas pour dire que la personne est dans son rôle habituel. Ce n'est pas pour dire que la personne fait ce pourquoi il est payé. C'est pour dire que dans le travail qu'il fait au quotidien, dans les activités que cette personne mène au quotidien, elle s'est particulièrement distinguée parce qu'elle a fait gagner quelque chose à la République, parce qu'elle a fait profiter à ses compatriotes de choses significatives. Mais est-ce qu'on ne peut pas rester dans l'esprit des textes qui disent aussi qu'il faut décorer à l'entrée de la fonction, peut-être pour exhorter, pour amener, ou pour encourager, pour je dois dire, inoculer cette envie de bien faire au nom de la République à ces politiques qui viennent d'entrer en fonction? Vous savez, moi, j'ai eu le privilège par le passé de couvrir quelques décorations. Et je peux vous dire qu'auparavant, lorsque quelqu'un devait être décoré, le grand chancelier avait un mémoire qui résumait la vie entière de cette personne. Et ce mémoire nous renseignait sur le parcours, sur les mérites particuliers qui font que cette personne est distinguée. Et tout cela est fait pour donner envie à ceux qui suivent ça de vouloir être à la place de cette personne. Donc, c'est pour stimuler un peu, si vous voulez. Bon, lorsqu'en 2007, la loi a été changée et qu'on a décidé de décorer tout le monde à la chaîne, à l'entrée en fonction, c'était d'abord les présidents d'institutions. Ensuite, on a introduit tous les membres de toutes les institutions. On a introduit les maires également. Bon, si tout le monde est décoré de cette façon, dites-moi en quoi la distinction fait envie à qui que ce soit qui regarde ça de l'extérieur. Faut-il aller retourner, enfin, réviser la loi alors? Il faut en tout cas s'asseoir pour réfléchir à la possibilité de revenir à l'esprit initial de la création de l'ordre national. Mais, vous savez qu'il y a des compatriotes qui sont décorés depuis longtemps, qui ne sont pas allés chercher leur décoration. Vous savez ça? Pourquoi? Parce qu'ils se disent, mais ça ne change rien. Non, ça ne change rien. Ils ont été distingués. Oui, mais la distinction n'est pas pour changer la vie de celui qui reçoit la distinction non plus. Hein? Non, mais la distinction, c'est un instrument de fierté personnelle. Il faut être fier d'avoir été distingué pour ce que vous savez que vous avez fait. Mais je vous donne l'exemple de quelqu'un qui est agrégé. Il est professeur agrégé et il considère que
pour avoir porté haut les couleurs de la nation béninoise, pour avoir représenté notre République face à plusieurs candidats, et il mérite une certaine reconnaissance. Il arrive, mais il n'y a nulle part un texte qui prévoit qu'il faut lui reconnaître un quelconque mérite. Mais ça, c'est pas bien grave. Mais c'est que celui-là, en se déplaçant, rencontre son mécanicien d'hier. Devenu député. Excusez-moi de dire ça des mécaniciens, mais c'est un exemple comme les autres pour dire que parmi les mécaniciens, il y en a beaucoup qui n'ont pas fait d'études, comment on dit, qui n'ont pas été instruits, qui n'ont pas été instruits de façon significative. Donc, il rencontre son mécanicien qui arbore l'insigne, la distinction d'admission dans l'ordre national du mérite comme commandeur. Et celui-là a une voiture que l'État paye parce qu'il est vice-président ou président d'un groupe parlementaire. Celui-là a un salaire qui dépasse le sien. Celui-là a un garde du corps, a un chauffeur. Mais il se dit, mais il vaut mieux aller en politique. Il vaut mieux aller en politique que d'aller passer son temps à l'université. Le problème des avantages accordés, octroyés au personnel politique. Et ce n'est pas seulement une spécificité du Bénin. Non. Mais ce n'est pas pour autant que c'est une chose normale. Il faut être en politique pour avoir beaucoup d'avantages, beaucoup de privilèges et les avoir facilement. Et ça, ce n'est pas normal parce que la société est déstructurée complètement. Étant donné que le professeur agrégé qui a fait vocation de consacrer sa vie entière à l'enseignement et à la recherche à l'université est obligé de revoir ses prétentions et de revenir en politique. Et de ce fait, il abandonne une position importante qui profitait à nous tous. Parce que la science dont il est détenteur est une science neutre, est une science qui constitue une lumière pour tout le monde. Mais il est obligé de l'abandonner pour plonger dans l'arène politique. Et comme, naturellement, l'agrégation n'est pas une armure dans l'arène politique, ben, il peut prendre des coups comme tout le monde et se retrouver dans la situation de tout le monde. C'est un gâchis. Il faut, me semble-t-il, reconnaître les statuts de certaines personnes pour qu'elles ne soient pas obligées de replonger aussi dans l'arène politique avant d'avoir les avantages qui leur sont naturellement. On valorise les autres secteurs d'activité de la vie socio-économique et politique du Bénin, ou bien on diminue les faveurs octroyées aux politiques, ne les attendez surtout pas sur ce chemin. Hein? C'est ça la difficulté. C'est pourquoi je vous disais tantôt. Vous savez que notre démocratie, notre belle démocratie, a fini par devenir un peu comme une foire de partage d'avantages et de privilèges. Et c'est derrière ça que tout le monde court, plutôt que de courir derrière les fondamentaux qui font que nous avons un développement harmonieux et tout ça. Alors, vous aviez parlé du professeur, ça me permet de faire la transition et d'évoquer justement notre deuxième sujet, l'état de l'école béninoise. Comment vous la trouvez, vous, personnellement? L'école béninoise est malade. Ah ouais. L'école béninoise est malade depuis de nombreuses années. L'école béninoise a été dans le coma il n'y a pas si longtemps. C'est vrai, les faits de grève ont été quelque peu corrigés. C'est vrai, la situation de certaines personnes. Mais ce que nous faisons de l'école béninoise, c'est un bricolage. Comment ça? Lorsque, sous le régime de Yahi Boni, le diagnostic a été fait que l'école béninoise était dans un état lamentable. Je me souviens que le président avait coulé des larmes. Bon, il avait les larmes faciles, c'est vrai. Comme à son habitude. Mais il avait coulé des larmes quand il visitait une école. Et il avait décidé d'un programme d'urgence. Et l'armée avait construit des bâtiments, on va dire des abris de fortune pour essayer de sauver ce qui pouvait l'être. Mais ça, c'était juste un plan de sauvetage in extremis, un plan ponctuel pour que les élèves puissent aller à l'école. C'est ça le bricolage dont je vous parle. Oui, mais ensuite, le régime du président Boni Yahi est parti et le président Patrice Talon a identifié également les problèmes dont souffre l'école béninoise. Mais ces problèmes sont très nombreux et sont multidimensionnels. C'est d'abord les locaux,
Il y a beaucoup de classes qui sont inaccessibles à certains moments de l'année. Et il y a beaucoup de classes qui n'existent que de nom. On ne peut même pas travailler dedans. Il y a beaucoup de classes qui sont dans un état de délabrement très avancé. Ensuite, ce sont les hommes qui animent cette école. Vous avez des instituteurs qui sont aux prises tous les jours avec les problèmes alimentaires. Des gens qui ont faim et qui n'ont de soucis que de survivre. Oui, mais ce problème ne date pas d'aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis que l'école est malade depuis longtemps, mais que nous traînons à trouver une thérapie de choc parce que chaque fois, nous faisons un peu comme... Comment on peut se l'expliquer depuis 1960 qu'une école soit comme cela et que les régimes se succèdent, et que le temps passe et qu'on n'ait pas une solution assez précise, efficace pour régler tout cela? C'est d'abord parce que les régimes qui se succèdent n'ont pas le temps de développer un programme sur une durée plus longue que les mandats présidentiels. Ah, mais 10 ans, on peut toucher l'école profondément, hein? On peut. Oui, on peut. On a vu avec l'expérience des cantines scolaires sous le régime Patrice Talon, c'est quand même une grosse avancée. On peut avancer, mais ce que j'essaie de vous expliquer, je vais vous l'expliquer en profondeur, vous allez comprendre. Savez-vous que l'école, c'est notre avenir? Les enfants qui sont dans ces écoles-là aujourd'hui représentent notre avenir. Tout à fait. Et par conséquent, l'image que présente l'école aujourd'hui, c'est l'image de notre avenir. Comment peut-on concevoir d'avoir un tel avenir? Comment peut-on concevoir d'avoir des enfants pour qui on prépare le futur, mais qui eux-mêmes ne sont pas préparés pour le futur? Peut-être parce qu'il y a la multiplicité des urgences, il y a peut-être les limites des moyens aussi. C'est bien cela le problème. Le régime du PRPB est le seul qui a eu une période relativement longue pour dérouler un semblant de programme. Environ une vingtaine d'années. Environ une vingtaine d'années. Mais ce régime a eu le mérite de nous montrer qu'il est possible de créer des programmes scolaires adaptés à nos réalités. Mais les formations étaient en déphasage total avec les besoins du marché. La preuve, quand on est allé en 1990 au libéralisme intégral, on n'avait pas de profil d'hommes qui s'engagent effectivement au service de la nation. Le fait est que ce n'était pas forcément les programmes les plus pertinents qui ont été proposés. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que nous pouvons nous asseoir pour déterminer par nous-mêmes les programmes scolaires et universitaires qui font notre affaire. Oui, mais c'est nous-mêmes qui les définissons, non? Non. Comment ça se définit? Non. La plupart du temps, c'est des formations que nous copions de l'extérieur. Regardez les masters que nous formons. Regardez les docteurs que nous formons. Ils attendent du travail. Mais un master, c'est un maître. Dans votre spécialité, vous êtes un maître. Alors, comment on vous forme? Vous êtes un maître, on vous libère en tant que maître, et c'est vous qui attendez à la maison que quelqu'un vous donne du travail. C'est une formation totalement inadaptée à nos réalités. Mais c'est copié de l'extérieur. Tant que nous allons copier ce qui vient de l'extérieur, nous serons à la traîne parce qu'aucune copie ne peut égaler l'original. Parce que les autres ont conçu un programme pour leur environnement, pour leurs ambitions. Ce que je voudrais souligner fortement, c'est que nous sommes dans une sorte d'irresponsabilité et d'inconscience totale. Comment? Dans les autres pays, Oui. les gens forment leurs enfants à nous dominer, à nous recoloniser demain. Si c'est ça, on fait bien d'aller copier chez eux, non? Et de venir appliquer chez nous. C'est bien cela le problème. On ne peut pas aller copier. Les enfants que nous envoyons en formation là-bas reviennent avec une mentalité de coloniser. C'est quoi? Ils ont parce que les programmes sont parallèles. Les programmes sont conçus non pas pour développer l'Afrique, mais pour exploiter l'Afrique. Quand vous allez étudier là-bas, vous n'êtes pas éveillé sur les réalités de votre pays. Sous le PRPB, je reviens là-dessus. Nous avions deux matières. Il y a une matière qui s'appelait éveil A et une matière qui s'appelait éveil B.
L'éveil A, c'est la matière dans laquelle on vous enseigne qui sont vos héros nationaux, et quelle est l'histoire de votre pays, quel est non, pas le patriotisme, l'histoire de votre pays, la géographie. Vous apprenez à connaître votre pays. Et on a créé les héros pour ce besoin-là. Bioguera, Kaba ont été ressuscités à l'époque pour ce besoin-là. Pour que tous les enfants s'identifient à ces héros-là et fraternisent. Ok? Dans la matière éveil B, c'est là-dedans qu'on faisait les cours d'idéologie, de patriotisme, de civisme. Mais ça crée un lien fort entre l'État et l'enfant. Et ce lien-là, ce lien-là, tant qu'on ne l'a pas créé, il n'existe pas. Oui, mais regardez, on a expérimenté ce type de programme. Regardez, non, il ne s'agit pas de contenu, que de contenu de programme. Il s'agit de choses pertinentes. Si vous n'avez aucun rapport avec votre pays, aucun lien viscéral avec votre pays, le pays peut s'écrouler. Vous vous empêchez de subir ce programme. Ce n'est pas forcément les meilleurs citoyens du Bénin. Hein. La révolution n'est pas allée à la crise et à l'échec avec des citoyens venus d'ailleurs. Ce sont ceux qu'on a formés localement et à qui on a appris le patriotisme et toutes les formes d'idéologie possibles. Ce n'est pas forcément le résultat dont je parle. Je parle du fait qu'il n'y a aucun pays au monde où on réalise de grandes choses et dans lesquels on n'a pas inculqué une notion de patriotisme très poussée aux enfants dès l'âge de 10 ans ou moins de 10 ans même. Tous les Américains ont un rapport viscéral avec leur drapeau. Tous les Américains ont un drapeau, un attachement viscéral à leur drapeau. Si vous voyez des enfants chinois, ils sont prêts à mourir pour leur drapeau. Les enfants russes, ils sont prêts à mourir pour leur drapeau. Ces enfants-là sont en train d'être travaillés. Vous savez qu'en Chine, il paraît que même avant de commencer l'école primaire, l'enfant doit savoir parler au moins 3 langues. Et c'est un point d'honneur que les parents mettent à mettre leurs enfants à jour de ces 3 langues avant qu'ils commencent l'école primaire. Alors, nous, pendant ce temps, qu'est-ce que nous faisons? Nous regardons l'école tomber en ruine, les bâtiments tomber en ruine, les instituteurs, ils n'ont pas la formation requise. Vous savez, la dernière fois, on a dit qu'il fallait les évaluer. Ils ont refusé carrément parce qu'ils savaient. Beaucoup se sont pliés à l'exigence et ça donne les résultats que ça donnait. Je parie que si on ne les avait pas rachetés par dizaines, ils n'auraient pas pu aller avec succès à ces évaluations. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut que nous ayons une sorte de plan Marshall de l'école. Il ne faut pas faire comme nous faisions jusqu'à présent. Ça ne peut pas marcher. Vous voyez le chef de l'État, quand il est arrivé, il a fait un diagnostic. Il a investi beaucoup d'argent. Les cantines scolaires, vous en avez parlé tantôt. Il a créé Seme City, par exemple. C'est un rêve pharaonique. Seme City, c'est quelque chose sauf que ça peine à bouger. Ça peine à bouger parce que nulle part, on ne peut installer l'excellence au milieu de la médiocrité. À coup d'argent et pas de charge. Non, pas de charge. On a l'impression que c'est pas une question d'argent. C'est une question d'environnement. Vous avez vu l'équipe nationale de football? M. Patrice Talon est arrivé, regardez combien il a investi, quelle volonté il a eu de faire marcher cette équipe. On aurait tout recommencé à zéro. Et on aurait pris des jeunes qu'on aurait formés depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui. D'ici 2-3 ans, on aurait eu une équipe extrêmement performante. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a fait du replâtrage, on a fait du bricolage avec l'ancien. Oui, mais comment est-ce qu'on se décide ou qu'est-ce qu'on décide face à l'urgence à laquelle lorsqu'on répond à l'urgence, il faut répondre à l'urgence, mais il ne faut jamais oublier qu'il y a quelque chose de nouveau qu'il faut construire. Moi, je pense qu'il faut que nous ayons beaucoup d'ambition.
Il faut qu'il y ait un projet pharaonique. Oui, mais comment on a beaucoup d'ambition sans les moyens? Comment on soigne? Nous avons les moyens. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi nous avons les moyens. C'est nous qui nous trompons de destination par rapport au peu de moyens que nous avons. Ah oui? Il y a des parents d'élèves. Il y a des parents d'élèves qui gagnent 400, 500 000 francs par mois. Mais ils inscrivent leurs enfants dans des écoles où la contribution coûte 2 millions 500 francs. Et ils en ont plusieurs. Donc, ils s'endettent pour que leur enfant puisse aller à l'école. L'État va s'endetter pour soigner son école? Non, j'essaye de vous dire oui. que ce n'est pas parce qu'on a un peu d'argent qu'on ne peut pas rêver grand pour son enfant. Mais à l'échelle nationale, qu'est-ce que nous faisons? Nous ne faisons pas la même chose. Combien nous investissons à l'école? Combien nous mettons dans le budget national là, nous mettons combien dans l'école? Beaucoup de milliards, de l'ordre de 400 milliards à peu près par an. C'est nettement insuffisant. Ah oui? Ça, c'est indépendamment de ce que les partenaires techniques et financiers amènent. C'est indépendamment de ce que les particuliers, les organisations non gouvernementales apportent à l'école. L'enjeu de l'école aujourd'hui dépasse largement les limites de ce que nous faisons là. Je vous l'ai dit tantôt. La Chine met près de 4 milliards dehors. Mais pendant ce temps, les Chinois, ils vivent très mal. Il y en a qui vivent, beaucoup vivent très mal. Ils vivent dans une promiscuité qui nous ferait peur à nous autres si nous voyons ça. Pourtant, leur État dépense beaucoup d'argent. Pourquoi? Pour assurer la place des enfants chinois dans le siècle prochain. Dans le siècle prochain. La Russie a créé Wagner, nous l'a envoyé, et tout le monde pense que c'est pour nous aider. C'est un instrument de recolonisation qui coûte très cher. Mais ils ont besoin de ça pour occuper l'espace et la place qu'il faut pour que les enfants de la Russie aient leur place dans le siècle de demain. Alors, comment est-ce qu'on lance notre école? On continue peut-être, enfin, on instaure, c'est pas un impôt de capitation, on continue à multiplier les partenaires, ou bien on va voir les banques pour qu'ils financent notre école. Parce que ça, c'est clair, hein, l'école a besoin d'argent. Et c'est ça qui fait qu'elle est en crise depuis. Tanguy, il n'y a rien qui soit plus important que l'école dans une république. Quelle solution adoptons-nous? En fait, c'est la question. La solution adoptée... Où est-ce qu'on trouve l'argent? D'abord, il faut que nous concevions un plan. Et ce plan ne peut pas être sur un mandat ou sur 2 mandats. Nous avons un plan post-2015 qui existe quand même. Nous avons des plans quinquennaux. Non, ce n'est pas des plans pour l'école. Oui. C'est des plans dans lesquels on fait des énumérations vagues. À l'horizon de 2025, oui. Nous voulons une école ci, nous voulons une école ça. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de quoi? Il s'agit de s'asseoir et de dire, à l'horizon 2030, 2035, voilà le nombre de classes de tel standard que nous voulons construire. Voilà le nombre d'instituteurs que nous voulons recruter, former pendant tel nombre d'années et déployer sur toute l'étendue du territoire national. Voilà le programme que nous ambitionnons d'avoir pour avoir la possibilité nous-mêmes de former nos enfants du début jusqu'à la fin de leur cursus afin que ces enfants-là puissent être imprégnés des réalités de chez nous. Et que ces enfants s'inscrivent dans un cursus qui permette de s'insérer dans le monde du travail sans aucun problème. Parce que tout est à construire chez nous. C'est parce que les formations ne sont pas adaptées que les gens ne savent pas quoi faire. Tout est à construire chez nous. S'il est nécessaire que ce plan soit passé au référendum, pour que quel que soit le président qui arrive, il ne puisse rien y changer, il faut le faire. S'il faut que ce soit l'armée qui soit responsabilisée pour conduire ce programme, que ce programme soit régi par la loi martiale pour lui donner tout le sérieux, faisons-le. Si tous les instituteurs doivent porter des treillis pour qu'on ait le sentiment qu'ils sont dans une sorte de service national... au régime militaire, non, comme vous le citez souvent. Nous n'avons rien à copier de personne. Nous sommes libres de décider ce que nous voulons. Mais nous sommes dans un monde qui évolue. On parle de mondialisation et bien même plus que cela aujourd'hui. C'est pour ça que je parle de mettre l'école sous loi martiale. Parce que c'est ce qui se passe en Chine, c'est ce qui se passe au Japon, c'est ce qui se passe partout. Et leurs enfants sont en train d'être
suralimentés avec la connaissance mondiale pour nous dominer complètement demain. Ils ont fini d'occuper la Terre, ils occupent l'espace. Même au-dessus de nous, là, ce n'est plus sûr que nous ayons de la place pour nous. Parce qu'ils ont déjà tout occupé. Ils installent des satellites et il paraît que nous sommes très contents quand on nous connecte à un réseau Internet. Et pourtant, c'est des instruments de colonisation. C'est par là que les autres contrôlent ce que nous mangeons, qu'ils contrôlent ce que nous buvons, qu'ils contrôlent. Ils savent même ce que nous faisons avec nos épouses dans nos chambres. Mais ce n'est pas normal. Pendant ce temps, nos enfants sont dans des écoles embryonnaires. Ils n'ont pas de programme déterminant. Ils n'ont pas de lien avec la patrie. Ils n'ont rien. Mais c'est très grave. Regardez la jeunesse d'aujourd'hui. Regardez-la. Est-ce que nous l'avons gagnée? Non. Mais celle qui va suivre, nous allons la perdre également. Il ne faut pas la perdre. Il faut à un moment donné décider. Si la moitié du budget national ne devait être consacré qu'à ça, faisons-le. Ouais, on reste à jeu. On doit consacrer la moitié. C'est ce que font tous les parents. Rester à jeu. C'est ce que font tous les parents. Ils restent à jeun pour que l'avenir des enfants soit assuré. Imaginez si nos enfants avaient un cursus performant. Que nous avons des enfants qui ont une moralité saine. Parce qu'un enfant, vous savez, c'est comme de l'argile. Si les islamistes en font des kamikazes, nous pouvons en faire des patriotes. Si les islamistes les conditionnent au point qu'ils sont heureux d'aller exploser, nous pouvons conditionner nos enfants afin qu'ils soient heureux de servir la République dans la rigueur et dans l'honnêteté. Imaginez que nous ayons une race d'enfants qui, dans 30 ans, prennent le lead avec une mentalité saine, avec des connaissances pointues. Ça, c'est des décisions politiques carrément. Et c'est pour ça que je vous dis, puisque la démocratie fait en sorte que nous n'ayons jamais un plan qui dépasse le cap des 10 ans, nous ne pouvons jamais concevoir un tel plan si quelqu'un ne se décide pas à le faire. C'est pour ça que je dis, si c'est nécessaire, il faut le passer au référendum, de manière que n'importe quel régime arrive, c'est ça qu'il suit. L'école est sanctuaire autant que la chapelle. L'école pour instruire, la chapelle pour éduquer. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Chaque génération qu'on enseigne, c'est l'avenir qu'on gagne. Et enseigner, c'est enseigner dans des conditions idoines, dans des conditions telles que l'enfant puisse être à la hauteur des défis de demain. Demain, c'est déjà aujourd'hui. L'intelligence artificielle est déjà dans notre vie quotidienne. Tout à fait. Nous sommes à des années-lumière de ce genre de connaissances. Mais que voulez-vous que nous fassions dans le monde de demain? Nos enfants seront colonisés pire que nos parents ne l'ont été, et ça serait bien notre faute. En tout cas, on ne désespère pas que les gens puissent avoir des rêves pour l'école, étant donné que aucun régime ne peut dire concrètement qu'il n'en fait pas un premier souci. On a vu quand même les régimes se succéder et y accorder l'attention qu'il faut, même si, ma foi, elle n'a toujours pas eu les résultats qu'il faut. Allez, on va aborder notre dernier sujet, les Vodou Days à Ouidah. J'ai l'impression qu'on veut créer un 10 janvier bis. C'est bien l'impression que j'ai. Et je pense que c'est tout bénéfice. Ah oui? Pourquoi? Oui, parce que, vous savez, le tourisme dans les parcs animaliers a été freiné depuis quelque temps par les attaques djihadistes. Donc, déjà, nous sommes en difficulté par rapport au flux d'argent qui entrait avec les touristes qui affluaient à une certaine saison dans cette période, dans cette région de notre pays. Donc, il fallait trouver déjà une alternative. Et les Vodou Days situent des événements culturels dans un temps déterminé au cours duquel les touristes vont affluer pour découvrir notre pays, découvrir nos réalités culturelles qui sont très, très riches, très variées. Mais est-ce qu'on avait besoin de les instaurer dans les environs du 10 janvier? Mais on ne pouvait pas s'en éloigner. On ne peut pas s'en éloigner, puisque le 10 janvier est déjà acquis. Ce n'était pas la peine d'aller créer d'autres dates qui soient loin du 10 janvier. Donc, on surfe sur le 10 janvier pour, je vais dire, améliorer le contenu
de la fête du 10 janvier et l'étendre à un domaine culturel étendu, très étendu, qui nous permet de révéler notre pays à ceux qui viendront, mais de le révéler aussi à nous-mêmes qui connaissons si mal notre culture. Vous avez vu quand les objets qui avaient été ramenés, les trésors royaux sont arrivés, vous avez vu l'engouement des Béninois eux-mêmes. C'était national. L'engouement des Béninois eux-mêmes pour aller découvrir. Alors, imaginez que nous ayons à ciel ouvert quantité de trésors de cette nature-là. Vous imaginez, ça va être une très, très belle fête pour révéler notre pays au monde et nous révéler également notre pays à nous-mêmes. Est-ce que c'est parce qu'on a mis à l'entrée de la ville de Ouidah, cité historique, que Ouidah devrait accueillir justement ces Voodoo Days? Bon, je ne peux pas dire très exactement pour quelle raison Ouidah a été choisi, mais Ouidah était déjà identifiée comme une ville qui porte en elle un pan important de notre culture. Ouidah 92, vous vous souvenez, quand le président Soglo était au pouvoir. On se rappelle très bien. Donc, du coup, on se demande, est-ce que c'est Ouidah 92 bis qu'on veut faire? Oui, parce que je crois qu'il y a une question de géographie aussi. Comment ça? Si on ne choisit pas Ouidah, où est-ce que vous voulez qu'on choisisse? N'importe quelle ville. Les touristes, accueillir, non, les touristes débarquent à Cotonou et on ne peut pas leur faire un parcours du combattant pour aller... Abomey est là. Abomey est là, mais quand on dit Voodoo Days, tout ne s'arrête pas à Ouidah, tout ne finit pas à Ouidah, tout ne commence pas à Ouidah, tout ne finit pas à Ouidah. Mais tel que présenté, le projet, il focalise les attentions sur Ouidah. Il focalise les attentions sur Ouidah, mais il y a beaucoup de... Le musée, il y a des musées qui sont construits un peu partout dans le pays. Tous ces musées-là sont pris en compte dans le circuit touristique qui est organisé. On peut penser quelque chose à Niki, par exemple, qui est quand même la capitale royale. Pourquoi pas au nord du Bénin. Je pense que ceux qui travaillent sur ce projet ont une certaine expérience. Jusqu'à présent, ils ne nous ont pas encore déçus. Donc, j'espère que... Oui, mais il y a un problème qui se pose avec toutes ces idées liées au vaudou. Quel est le lien qu'on met entre les différents projets, justement? Aujourd'hui, vous le dites, le touriste il débarque à Cotonou, mais il a besoin de voir aussi des choses à Niki, par exemple, que j'ai évoqué. Il a besoin de voir des choses à Dougou, par exemple. Il faut déjà qu'il ait, je dois dire, l'accès routier, tout au moins. Ah, je ne sache pas qu'il y a des problèmes pour aller à Niki. La distance, elle est très longue et on connaît un peu l'état de nos voies. Je vous demande juste de faire le voyage entre Boyko et Dassa. Vous en reviendrez les reins complètement cabossés. Non, bon, nous avons aussi la possibilité d'utiliser des vols intérieurs. Pour l'instant... Alors qu'on n'a pas encore développé la capacité d'accueillir. Justement, dans le cadre d'un projet aussi grand, où il y aura un flux important de déplacements, on peut envisager parfaitement d'utiliser la voie aérienne. Mais tout cela, c'est des initiatives ponctuelles, hein, quitte à espérer que peut-être après le régime, que cela survive. On connaît un peu notre façon à danser sur place, le type. C'est le problème de la démocratie sous les tropiques. Vous avez un problème avec la démocratie? J'ai un vrai problème avec la démocratie. Ah oui, pourquoi? Quel problème de démocratie vous posez? C'est parce que vous avez... Enfin, on est en démocratie que vous pouvez librement parler, opiner, attaquer si vous voulez. J'adore les acquis de la démocratie. Mais vous n'aimez J'aime beaucoup les acquis de la démocratie. Oui. Mais nous nous comportons ici, là, comme si la démocratie réglait tous les problèmes. Comme s'il s'agissait simplement d'ouvrir les libertés à l'extrême pour que tout se passe bien. La démocratie a transformé notre pays en un vaste terrain où il est organisé le pillage systématique de nos ressources en bandes organisées. Ça, c'est votre définition de notre pillage. Je vais m'expliquer là-dessus. Oui, allez-y, rapidement. Le pillage systématique de nos ressources publiques en bande organisée. Et nous appelons ça l'alternance. Comment ça? En 91, oui. Le régime du président Soglo avait fini et... non, en 96. Avait fini et lorsqu'il quittait la présidence, les collaborateurs du président avaient ramassé tout ce qu'il y avait comme matériel. Ils n'ont rien laissé, jusqu'aux moquettes. Ils ont ramassé même des voitures qu'on a retrouvées chez le président. Le régime du président Kérékou qui venait d'arriver avait voulu donner un signal fort et avait décidé que ça ne pouvait pas se faire. Donc, le président Soglo avait été convoqué au tribunal et puis tous les émigrants de Cotonou
l'ont accompagné à l'audience. C'était une patate trop chaude que le procureur n'avait pas pu garder. Et il s'en est débarrassé. On a fermé la page au nom de la paix sociale. Oui, il n'y a rien de mieux que la paix sociale. Ensuite, oui, quand le régime de Kérékou allait partir, ils se sont partagés des primes dont les montants ont effrayé ceux qui en ont eu connaissance. Et les domaines fonciers de l'État ont été distribués comme des petits pains. Les réserves administratives qui étaient très bien situées autour de la présidence avaient été distribuées comme des petits pains. Quand le régime de Boni Yaya est arrivé, il en a pris, je crois, 1 ou 2, et au nom de la paix sociale, on a laissé. C'est pour cela que nous sommes tranquilles et que nous pouvons parler. Mais c'est ça justement le problème. Les hommes politiques, dans leur adversité, là, ils s'entendent pour ne pas ouvrir la boîte de Pandore. Quel que soit leur bord, ils s'entendent parfaitement sur l'essentiel pour ne pas ouvrir la boîte de Pandore. Quand le président Boni Yaya est parti, le musée qui est à l'entrée de Porto-Novo, au nom de la paix sociale, on va le détruire, mais... Non, on a dit au nom de la sécurité de ceux qui devraient... Non, c'est au nom de la paix sociale qu'on n'a pas ouvert la boîte de Pandore. Le scandale de Maria Gleta est patent. Personne n'ouvrira la boîte de Pandore. Les machines agricoles, c'est patent. Personne n'ouvrira. Donc, c'est ça la belle démocratie. Et c'est ça que je déplore. Moi, je ne suis pas content de cette démocratie-là. La démocratie dans laquelle ceux qui pillent le font parce qu'ils sont en politique, et que parce qu'ils sont en politique, personne n'en répond. Nous pillons nous-mêmes nos ressources et nous indexons les forces étrangères pour dire que ce sont elles qui pillent. Le peu qu'elles pillent n'a rien à voir avec ce que nous pillons nous-mêmes. Vous imaginez que tout l'argent dont je vous parle là aurait pu construire la plus belle des écoles dans notre pays. Pourquoi pas. Revenons à notre sujet. Je dois dire les Vodun-Days. Au-delà des Vodun-Days, j'ai l'impression que on est en train de travailler à capter des devises extérieures en mettant en place tout cet arsenal. Alors même que nous-mêmes, en tant que Béninois, nous ne connaissons pas suffisamment nos réalités, nous ne connaissons pas suffisamment notre pays et on ne met aucune politique en place justement pour nous aider à mieux connaître notre pays. Non, je crois que ce qui est fait là nous aide déjà nous-mêmes. Comment ça? Les Vodou-Days ne sont pas seulement pour les gens qui viennent de dehors. Qu'est-ce qu'on fait pour moi m'intéresser par exemple à cela? C'est ce que je veux dire. Parce que quand on voit un peu la politique, c'est toujours pour dire les touristes ils ne viennent plus au parc de Pandari. Désormais, il faut qu'on leur offre une scène, etc. Mais d'accord, avant les parcs de la Pandari, qu'est-ce que les citoyens, les petits-enfants de Cotonou, d'abord de Calavi et autres, même de Malandil, qu'est-ce qu'ils comprennent, qu'est-ce qu'ils savent de nos réalités? Il faut déjà mettre un programme en place dans ce sens. Il faut déjà mettre ce programme au niveau scolaire. C'est déjà au niveau scolaire qu'il faut mettre ce programme. Il ne faut pas que les enfants, au cours d'une excursion, apprennent en 2 jours à découvrir leur pays. Il faut leur enseigner les réalités de leur pays chaque jour. Ils doivent maîtriser ces réalités-là plus que toute autre réalité. Oui, mais on a appris à l'école que le Bénin est limité à l'est par le Nigeria, au nord par le Niger. Non, sérieusement. Sérieusement. Qu'il y a de l'or et du fait à l'eau. Sérieusement, lorsque vous prenez n'importe quel enfant aujourd'hui au collège et que vous lui posez des questions sur son pays, vous êtes déçus. Pourtant, ce n'est pas les programmes, enfin, c'est pas les leçons qui manquent à la matière. Quand vous ouvrez le cahier, cela existe. Tout dépend de l'importance que l'apprenant accorde à ces leçons-là, en fonction de ce que le maître lui-même donne comme importance à la leçon. Il y a des leçons, vous ne pouvez pas ne pas les apprendre, parce que vous savez que le maître va vous mettre en difficulté. Mais lorsque le maître lui-même, il donne les leçons, sans les connaître. C'est-à-dire qu'il ne maîtrise rien. Il y a un matériel didactique dans lequel il trouve des sujets et il fait des fiches avec ces sujets-là et il transmet une connaissance qu'il ne maîtrise pas lui-même. Il
ne transmet pas la connaissance avec la passion du connaisseur, avec le sentiment que c'est une chose extrêmement importante pour l'enfant. Vous avez dit que l'homme, il a faim, qu'il bagarre sérieusement contre son ventre. Comment est-ce qu'il peut transmettre une passion? C'est l'école, en fait, qui est... Oui, c'est ça, c'est la maladie de l'école. Alors, on reconnaît ou on connaît, on sait que le Bénin est un pays ou un État laïque. Alors qu'un État laïque arrive à instituer un 10 janvier, on arrive au sommet de l'État, déterminer un comité de rites vaudou, définir en plus les vaudous des, etc. Ne parlons plus d'État laïque, parlons d'État vaudou, non? Et il n'a pas fallu mieux pour que l'ancien président soit rebaptisé vaudou donné. Non, je pense qu'il y a une confusion. Ici, il ne s'agit pas du vaudou religion. Quelle est la différence qu'on fait? Ah, il y a une grande différence. Comment on fait la différence? Il s'agit ici du vaudou pris comme connaissance fondamentale que nos aïeux nous ont transmis. Connaissance fondamentale, c'est-à-dire principe de vie, principe d'organisation de la nature. Toutes ces connaissances ont généré des rites, ont généré des coutumes, ont généré une culture. Ils sont en lien fort avec justement la religion. Non, la religion n'est qu'une partie de ces connaissances qu'on utilise à des fins, je vais dire, de soumission des hommes. C'est une partie seulement de ces connaissances que certains prennent pour en faire une religion. Mais l'État béninois ne s'intéresse pas au vaudou religion. L'État béninois s'intéresse au vaudou en tant que notre identité culturelle. C'est ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, l'État ne l'invente pas. C'est une réalité avec laquelle nous vivons tous les jours. Donc, ça n'a rien à voir avec la religion, et il n'y a aucune religion qui soit opposée ou bien qui soit favorisée. On va faire des jaloux pour avoir autant d'attention justement au vaudou. Oublions qu'il s'agit de religion et disons-nous qu'il s'agit de notre essence, de notre être. C'est la difficulté que les gens ont à faire la différence entre ce qui est religieux. Ils ne peuvent pas avoir cette difficulté. Ils ne peuvent pas avoir cette difficulté parce que je vous le disais tantôt, moi je ne suis pas... Je ne suis pas français, je ne suis pas américain, je ne suis pas japonais. Je suis béninois. Et en tant que béninois, j'ai une culture. En tant que béninois, j'ai une origine. Je peux décider demain que je suis français. Mais ça n'empêchera pas que l'on sache que je viens d'un pays qui n'est pas français. Que je viens d'un pays où l'essence culturelle est vaudou. Il y a que... quand on voit un peu aussi tout ce qui est mis en place, on a l'impression qu'il y a une partie du pays qui est aussi délaissée, non? Tout se concentre au sud. Le sud n'est pas... Enfin, ce n'est pas le sud. Le sud... Non, est-ce que vous avez déjà vu, vraiment, est-ce que vous avez déjà vu une programmation quelconque de manifestations? Oui, mais les projections des vaudous, c'est sûr que c'est à Ouida, ça c'est clair. Attendez que nous ayons... Le comité des rites vaudou, c'est sûr que ceux qui le composent jusqu'à présent ou à l'heure où on enregistre sont essentiellement d'une partie du Bénin donné. Il y a même qui ont réclamé des représentations au niveau communal, par exemple. Voilà, donc, quelque part, est-ce qu'il n'y a pas ce reproche qu'on peut faire aux différentes initiatives? Non, je pense que lorsqu'on regarde la cartographie de notre pays, la représentativité du vaudou n'est pas la même partout. Et la densité de la culture vaudou n'est pas la même partout. Il y a des endroits dans notre pays où il y a une forte concentration de densité culturelle vaudou. On ne peut pas célébrer le vaudou en ne mettant pas un accent particulier sur ces régions-là. C'est pas possible. Donc, la manière dont le vaudou est matérialisé, célébré, la manière dont le vaudou est riche sur le plan culturel, à Ouida, à Abomey, c'est pas pareil dans certaines régions du pays. C'est pas pareil du tout. Et
C'est sur cette diversité culturelle intense que le gouvernement veut s'appuyer pour faire les Vodou Day. Donc, il ne s'agit pas forcément de faire un équilibre régional. C'est pas de ça. Est-ce que tel que le tableau se présente, selon vous, on est vraiment en train d'aller vers... C'est vrai qu'on l'a, je dois dire, scandé comme un slogan tout le temps, on l'a récité comme une incantation tout le temps, on ne peut pas se développer sans sa propre culture, mais comme vous voyez un peu le tableau qui se désigne, on est véritablement en train d'aller vers le développement là, ou est-ce qu'on est en train de poser vraiment les bases de notre développement aujourd'hui? Vous savez, je parlais tantôt de la connaissance. Notre vie découle d'un certain nombre de connaissances basiques qui sont extrêmement pointues. Et je vous ai dit dans une émission précédente que nos rites et nos valeurs sacrées ne sont pas interchangeables, ne sont pas évolutives. Lorsque vous avez subi une véritable initiation au respect des valeurs traditionnelles de notre pays, vous n'êtes plus le même homme. Vous n'êtes plus le même homme. Parce qu'il y a une certaine morale, il y a une certaine éthique, il y a une certaine droiture qu'on vous inculque. Et ça, si vous êtes immergé là-dedans, mais forcément vous contribuez d'une manière significative au développement. S'il y a de l'argent à voler quelque part, vous n'y prenez pas part. S'il y a des comportements douteux à avoir quelque part, vous ne prenez pas part à tout ça. Donc, vous présentez les valeurs enfin, telles qu'elles sont enseignées. C'est parce que nous les avons complètement perdues que nous n'avons plus de repères du tout, que nous avons la vie que nous avons devant nous aujourd'hui. Si ce que nous faisons là peut nous permettre de revenir à la source, de nous abreuver à nouveau à la source du savoir de nos ancêtres, pour que les hommes de demain soient des hommes socialement imprégnés de la culture de notre pays, eh bien, c'est tout bénéfice pour nous. Anissé Carlos Ok, je rappelle que vous êtes analyste politique. On était sur ce plateau pour notre deuxième numéro de votre émission. Ce qu'il fallait démontrer, on s'est penché un peu sur 3 sujets, notamment la décoration collective récente des députés promus dans divers ordres du mérite du Bénin. On a évoqué un peu l'état de l'école béninoise avec ses atermoiements et ses crises comme on les connaît. On a évoqué aussi les Vodou Days et leur pertinence. Vous le savez, le gouvernement a décidé d'instaurer des rendez-vous annuels autour du 10 janvier, mais cette fois-ci orienté et focalisé sur Ouida, la cité historique. De quoi est-ce que ça retourne? Explorer un peu cette idée-là pour en analyser un peu la pertinence. Merci d'être venu sur mon plateau. C'est moi. À une prochaine fois. À la prochaine. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là.